J'aurais des choses à vous dire, mais je ne vais pas préempter le temps. Monsieur le rapporteur général, Charles de Courson. Monsieur le futur ex-ministre de l'économie, comme vous nous l'avez expliqué, monsieur le député et toujours ministre du budget expédiant les affaires courantes, monsieur le président, mes chers collègues, je voudrais vous poser, messieurs les ministres, deux types de questions. Premier type de question relative au respect du calendrier budgétaire qui a été évoqué par notre président. La Constitution prévoit un dépôt avant le premier mardi d'octobre qui tombe cette année le 1er octobre. Pouvez-vous nous indiquer le calendrier prévisionnel de transmission du projet de loi de finances initial 2025 et, si vous l'avez, du projet de loi de financement de la Sécurité sociale au Haut Conseil des finances publiques, au Conseil d'État, puis au Conseil des ministres et au Parlement? Deuxième chose, à ce jour, et malgré nos demandes répétées, nous n'avons toujours pas reçu des lettres plafond signées en juillet 2025. Et nous vous avions dit, messieurs les ministres, que nous sommes susceptibles d'aller les chercher en application de la loi organique. Nous pouvons prendre rendez-vous avec Madame la directrice du budget et de dire, voilà, vous allez nous remettre une photocopie de ces documents. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous nous avez remis la fiche de synthèse, puisque on a négocié ça, puisque vous ne vouliez pas qu'on lui donne le nom théorique. Bon, donc, fiche de synthèse, mes chers collègues, on a par mission l'évolution, etc. Voilà, mais on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, et donc, si vous pouviez nous répondre sur ces lettres plafond, puisqu'on nous a indiqué il y a quelques heures qu'elles étaient caduques, puisque le Premier ministre avait changé. Vous avouerez que c'est quand même une défense. Ils existent quand même, ces documents. Ils intéressent la Commission des finances. Voilà. Et puis, pourriez-vous nous faire un petit point toujours sur les calendriers, sur le contexte européen et le programme de stabilité budgétaire à moyen terme? Nous savons que des négociations sont en cours concernant son contenu et qu'un rapport de sa présentation, qui était prévu le 20 septembre, serait susceptible. Vous nous aviez indiqué que vous espériez obtenir un accord pour fin septembre, puisque de toute façon, il faut que les deux documents, loi de finances, projet de loi de finances et ce programme de stabilité à moyen terme soient cohérents, au moins pour les années 2024 et 2025. Voilà pour les premières questions. Deuxième question qui concerne l'exécution et 2024 et le dérapage des finances publiques. Je rappelle qu'il y a eu un premier dérapage en 2023, puisque nous avions voté un budget à 5% de déficit, et on a fini à 5,5. Donc 0,5 points, pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, c'est 13 milliards. Et en prévision de la loi de finances initiale 2024, nous avions voté à 5,1, donc en légère hausse par rapport à la loi de finances initiale 2023, et il y a actuellement une prévision d'exécution à 5,6. Le déficit continuerait donc de se creuser en 2024 et même par rapport à 2023. Alors, comment expliquer ce dérapage? Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que les grands responsables, ce sont les collectivités territoriales. Sur la base d'un document public, auquel vous pouvez tous avoir accès, qui s'appelle la situation mensuelle comptable des collectivités locales, qui sort tous les mois. Et quand vous nous dites que le dérapage est de 16 milliards, je n'arrive pas à les comprendre. Pourquoi? Parce que si vous prenez ce document, la règle d'or, il faut le rappeler, s'applique, c'est-à-dire l'obligation de voter des budgets et de les exécuter en excédent. On n'a pas le droit de faire un déficit de fonctionnement. Or, nous avons la statistique à fin juillet, l'épargne brute, c'est-à-dire avant amortissement, etc., baisse uniquement d'1,2 milliard. Et l'épargne nette, c'est-à-dire cette épargne utilisée pour rembourser les emprunts, à 1,4 milliard. Alors même en extrapolant sur l'année, on est peut-être autour de 3 milliards, ce qui est d'ailleurs ce qu'envisageait à l'époque la direction du Trésor, puisque dans la note que vous nous aviez remise, qui est du 17 juillet, on est à 3,4 milliards. Vous voyez, ça nous paraît tout à fait réaliste. Et quel est le problème de s'endetter pour investir? Je ne vois pas le problème. Au regard de nos engagements européens, ce n'est pas le niveau de la dépense qui importe, c'est le solde.
Et donc, le solde, vous nous dites, il y a un dérapage de 7 milliards. Mais le solde dérape de combien, d'après vos prévisions, en 2024 ? Moi, je vous dis de l'ordre de 3 milliards par rapport à vos prévisions. Vous aviez prévu moins 0,2 points pour les collectivités territoriales dans la loi de finances initiale. On va peut-être finir à 0,15 points de plus. Ce n'est pas ça qui explique donc 0,5 points de déficit. Maintenant, j'en passe au problème de l'État. Je partage tout à fait l'analyse du futur ex-ministre de l'économie. Il fallait faire une loi de finances rectificative, car le problème central, c'est la chute extrêmement brutale des recettes de l'État. Je vous donne les chiffres, mes chers collègues. TVA, nous avions prévu 10,8 milliards. Vous savez que la TVA, c'est 200 milliards, 202 milliards. Nous avions prévu, mais il y en a 20% qui va aux collectivités locales, 40% à la sécurité sociale et maintenant moins de 50% à l'État. Et dès le PSTAB, c'est-à-dire nous sommes en avril 2024, on avait déjà une estimation à 98,7, c'est-à-dire une perte de 2 milliards à peu près. Actuellement, à fin juillet, on était dans une perte de 4,5 milliards. Et en extrapolant, on serait quelque part autour de 8 milliards. 7, 8 milliards, dans ces ordres de grandeur. Le pire, c'est l'IS. Je rappelle les chiffres. Loi de finances initiale, 72 milliards. Alors qu'en exécution 2023, on en était à 56,6. Une prévision d'une augmentation considérable de l'IS. Et dès le PSTAB, ça avait été réajusté à 60,9 milliards, c'est-à-dire 11,1 milliards de moins. Et actuellement, on serait autour de 12-13 milliards. Les acomptes ne sont pas bons, autour de 12-13 milliards. L'IR, bon, est à peu près un petit peu en dessous, mais enfin, c'est 1 ou 2 milliards, c'est l'épaisseur du trait. Et donc, notre ex-collègue, M. Le Maire, a raison, puisque dès le PSTAB, l'écart entre les prévisions et les réajustements étaient de 16 milliards. Et actuellement, on serait plutôt autour de 20-22 milliards. Vous voyez, une chute considérable. Voilà. Et 7 à 8 milliards aux dernières nouvelles sur la sécurité sociale, essentiellement sur les cotisations sociales, puisqu'on n'a parlé que du budget pour le moment. Donc le grand dérapage, c'est le problème des recettes. Sur les dépenses, la tenue, puisque j'ai eu il y a 4 heures, même pas 3 heures, le schéma de fin de gestion que je voudrais vous commenter. Nous avions ouvert à 492 milliards, hors intérêt de la dette, et quelques autres éléments. Et on devrait finir à 488, c'est-à-dire 3 milliards 8 de différentiel. Mais comment on l'obtient? Premièrement, le fameux décret d'annulation de 10 milliards. Qui représenterait dans 9 milliards 4, parce que tu n'as pas forcément réussi à faire totalement les 10 milliards. Annulation en plus, 8 milliards 2. Ça, c'est grosso modo la thèse, je vais l'appeler Cazenave, par rapport à la thèse Le Maire. La thèse Cazenave, c'est qu'on a gelé 16 milliards 6, on en annule la moitié. Et la thèse Le Maire, c'est qu'il faudrait annuler la totalité. C'est ce que vous avez dit, monsieur le ministre, tout à l'heure. Enfin, on n'est plus à 1 milliard près. Mais enfin, 15 à 16 sur 16,6. Alors, vous voyez, c'est 90%. Voilà. Après, on rouvre, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui dérapent. Il y en a pour 4 milliards 3. Et sur les reports, j'attire votre attention. On va consommer 18 milliards 6 sur les 22 milliards de reports. Mais on va reporter de 2024 à 2025, 9 milliards 100. C'est comme ça qu'on aboutit au moins 3 milliards 8. Vous avez tous suivi. Accrochez-vous. Bon. Donc, ça veut dire que c'est des économies de 17,6 milliards pour essayer d'être juste en dessous de la cible initiale, en espérant qu'il n'y aurait pas de remontée des taux et qu'on reprendrait encore 1 milliard sur les intérêts de la dette, etc. Vous voyez, bon, les aléas. Mais vous voyez, c'est considérable. Et sur la sécurité sociale, régime de base, on perdrait donc 7 à 8 milliards sur les recettes. Et sur les dépenses, si j'en crois à la Fédération hospitalière de France, par exemple, les budgets de l'ensemble des hôpitaux publics seraient en déficit de
On dit presque 2 milliards, hein, 1,7 milliard, 1,8 milliard. Les EHPAD, vous pouvez rajouter les EHPAD, 85% sont déficit de fonctionnement, là. Hein. Ce n'est pas un déficit au sens comptabilité nationale. Ouais. Donc, si vous voulez, on peut toujours dire on tient l'ONDAM. Mais si on est obligé de s'endetter pour financer le fonctionnement des hôpitaux publics et le problème des cliniques privées qui disent à moins de 2-3 milliards supplémentaires, un certain nombre vont déposer le bilan. Donc, je veux dire, c'est ça, mes chers collègues, la situation. Alors, je voudrais poser la question, puisque Monsieur le maire et Monsieur Cazenave ne sont pas tout à fait d'accord. Moi, je suis plutôt du côté de Monsieur le maire de ce point de vue-là. Il fallait faire une loi de finances rectificative et une loi de financement rectificative de sécurité sociale dès le printemps, puisque ces chiffres étaient connus comme ordre de grandeur dès avril. Nous sommes au mois de septembre. Et donc maintenant, Monsieur le ministre, vous êtes obligé de prendre des mesures extrêmement dures. L'exécution, si vous voulez, annuler les crédits gelés, etc. Comment vous allez faire? Donc, d'où, si je voulais, mes questions très simples. Est-ce que vous pourriez analyser côté recettes comment s'explique sur la TVA? Moi, j'ai posé des questions à vos services. La réponse, c'est 1, la consommation n'est pas bonne. C'est ce que disent d'ailleurs toute la grande distribution et la petite et la moyenne distribution, assez flat, puisque je vous rappelle que dans les prévisions économiques, on pensait que le taux d'épargne allait chuter de 17, qui était un taux historiquement le plus haut, à 15, de revenir au taux moyen des années. Or, il semble qu'on soit toujours autour de 17, 17,2, 17,5%. Première raison. Deuxième raison, c'est que nos exportations, on ne va pas s'en plaindre, se portent plutôt bien. Or, si les exportations sont plus importantes que prévu, elles ne portent pas de TVA, puisque c'est dans le pays de consommation qu'on la paye. Ça serait quelques éléments. Sur l'IS, là, moi, j'ai davantage de problèmes de compréhension. Pourquoi il y a un écart aussi considérable? Mais c'est considérable. Vous voyez, sur l'IR, bon, les écarts sont pas très importants. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la chute des recettes et que malgré toutes les mesures que vous prenez sur les dépenses, on va avoir, grosso modo, un déficit supplémentaire de 16-17 milliards sur le budget de l'État, après 17,6 milliards d'annulation. Dans la thèse Cazenave, je ne dis pas la thèse de Le Maire qui était à 25, 26. Voilà les quelques questions toutes simples que je dois vous poser. Les réponses à ce rapport du rapporteur, merci. Je crois que ce qui va plus me manquer dans cette commission des finances, c'est les débats avec Charles de Courson. Surtout Charles de Courson, rapporteur général. Donc je suivrai ça à la télévision, au lieu d'être là physiquement comme je l'ai été pendant 7 ans. Quelques remarques peut-être générales. D'abord sur ce que vous avez dit sur la loi de finances rectificative, ça confirme un vieux précepte, il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Donc c'est sûr que s'il y avait eu une loi de finances rectificative en avril, ça éviterait d'avoir à en faire une maintenant, dans des conditions politiques plus délicates. Mais bon, pas pleurer sur le lait renversé. La deuxième chose que je veux souligner en mon nom et au nom de Thomas Cazenave, nous sommes dans les délais pour transmettre le projet de loi de finances 2025 au Parlement le 1er octobre. Et je partirai du ministère de l'économie et des finances en garantissant aux Français que les délais pour le dépôt du projet de loi de finances 2025 peuvent être tenus. Si nous avons fait le choix de reporter l'envoi à la Commission européenne, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il faut 15 jours entre la présentation à la Commission des finances et l'envoi à la Commission européenne, et que j'ai voulu que la primeur de la présentation reste réservée à la Commission des finances. Je n'allais pas envoyer quelque chose à la Commission européenne, alors même que la Commission des finances n'avait pas été saisie. Mais même avec ces 15 jours-là, je le redis, le délai peut, et à mon sens, doit être tenu. Vous l'avez souligné vous-même, le mardi 1er octobre tombe le mardi 1er octobre. Comme aurait dit M. Lapalisse, pour une fois, les choses sont parfaitement alignées. Donc, le 1er octobre tombe bien, le premier mardi, le mardi est le 1er octobre. Donc, je le redis, nous avons tout fait pour que le PLF 2025 puisse être transmis dans les délais fixés par la LOLF au Parlement le 1er octobre. Troisième élément sur
les recettes, parce que c'est un vrai sujet. Il y a des mesures de correction, je les ai annoncées, je le redis, nous pouvons, et à mon sens, nous devons tenir les 5,1 de déficit en 2024. Et nos thèses, je pense, avec le ministre des Comptes publics, sont évidemment les mêmes. Simplement, on a un sujet conjoncturel, et je pense que nous devons avoir une interrogation plus structurelle. Nous avons une structure de l'économie et de la croissance qui a changé au cours des dernières années, et qui a plutôt changé dans le bon sens. Il y a plus d'exportation et moins de consommation. Dans le fond, on est en train de transformer la France en grande nation de production. Moi, c'est mon souhait. Je pense que c'est essentiel que la France redevienne une nation d'usines et de paysans, d'ouvriers et d'agriculteurs, qu'elle redevienne une nation de producteurs. Le seul défaut de ce choix économique que je revendique, et nous sommes dans la bonne direction, c'est que ça fait effectivement moins de recettes de consommation, moins de recettes de TVA. Donc quand on bascule d'une nation de consommateurs à une nation de producteurs, ce qui pour moi est le grand enjeu français économique pour les prochaines décennies, on a effectivement moins de recettes de TVA. Ça, c'est un premier sujet. On a par ailleurs une consommation qui a été plus faible que prévu. On peut peut-être le lier aux incertitudes politiques. Tout ça aboutit effectivement à des recettes de TVA qui sont moins élevées. Sur l'IS, je pense que ça justifierait une interrogation économique beaucoup plus poussée pour avoir une évaluation plus précise. Je n'ai pas de réponse, pour être tout à fait sincère avec vous, à apporter à votre question. Après, sur la dépense sécurité sociale, État, collectivités locales. Je pense qu'il est important pour nos compatriotes de bien remettre les grandes masses. Et c'est pour ça que je dis très sincèrement, j'observe un chiffre sur les collectivités locales, mais je n'accuse personne. Et je ne pointe du doigt personne. Les dépenses des collectivités locales, c'est 20% de la dépense publique. L'État, c'est 30%. La sécurité sociale, c'est 50%. Donc notre modèle social, c'est ça qui risque de faire réellement déraper les comptes publics dans les années à venir. Tout simplement parce que le pays vieillit, que ses dépenses seront plus importantes et qu'on doit avoir une interrogation beaucoup plus politique qui est comment finance-t-on le modèle social français auquel nous sommes tous attachés? Est-ce qu'on peut laisser déraper les indemnités journalières? Il y avait hier une interview du patron de la CNAM qui disait que ces indemnités journalières et les petits arrêts maladie ont explosé au cours des derniers mois. 5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires sur les IJ, les indemnités journalières, en 10 ans. Ça veut dire, sur les 10 prochaines années, 50 milliards d'euros de dépenses supplémentaires à cause des arrêts maladie. Alors, il peut y avoir des raisons qui se comprennent. Il peut aussi y avoir des abus. Et en tout cas, il faut se pencher structurellement sur ce sujet. Sinon, on ne pourra pas rétablir les comptes publics. Donc je pense qu'il faut bien distinguer les mesures d'urgence qui me paraissent nécessaires et qui, à mon sens, sont à notre portée pour tenir notre trajectoire, et des interrogations beaucoup plus fondamentales que vous portez, monsieur le rapporteur général, sur comment finance-t-on le modèle social français, comment garantissons-nous sa justice, son efficacité, et comment évitons-nous les abus que nous constatons, chiffres à l'appui, depuis quelques années. Thomas Cazenave. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, pour calendrier de transmission du PLF, PLFSS, on a tout préparé pour mettre en situation le nouveau Premier ministre et le gouvernement de le faire dans les délais, mais je ne peux pas vous donner les délais qui seront effectivement et les dates qui seront effectivement choisies par le nouveau gouvernement et le nouveau Premier ministre. Sur l'exécution 2024, moi je veux m'y arrêter un instant. Vous dites, la note du Trésor montre que votre déficit public dérape à 5,6%. Je ne suis pas d'accord avec cette lecture. Je le redis, c'est que se passe-t-il si nous ne faisons rien? Nous nous sommes arrêtés en chemin. Nous avons fait 10 milliards d'annulation de crédit. Nous avons toujours dit il y a 10 milliards d'efforts supplémentaires. Et ces 10 milliards reposaient en partie sur l'État. Nous n'avons pas pris de nouvelles mesures d'économie, et pour cause, parce que nous n'étions pas en situation de le faire. Je rappelle qu'il y a 3 milliards de recettes sur lesquelles nous nous sommes engagés au titre des rachats d'actions et des énergéticiens, qui ne sont pas non plus intégrés, et dépenses des collectivités territoriales. Donc moi je redis ici, si ces mesures d'économie sur l'État, si ces nouvelles recettes sont prises, si des éléments de modération des dépenses des collectivités territoriales sont tenus, alors les engagements pris sur le déficit public sont tenus. Le 5,6%, il ne traduit que
Que se passerait-il si plus rien n'est fait? Et nous ne recommandons pas ici que les efforts s'arrêtent. Sur le déficit des collectivités territoriales, dans le programme de stabilité, nous avions anticipé 7 milliards d'euros de déficit des collectivités territoriales, en prenant l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement dans leur budget primitif et une hausse de 8% de leur investissement. Parce qu'on sait que dans ce cycle électoral, à 1 an et demi des élections municipales, 2 ans, il y a un rebond de l'investissement. Et quand on constate aujourd'hui les dépenses effectives des collectivités, nous ne sommes pas dans cette trajectoire-là. Nous ne sommes pas dans une trajectoire qui nous amènera à 7 milliards de déficit des collectivités. Et je parle bien d'un solde. Parler d'un solde, c'est les recettes moins les dépenses. Et même si elles ont des dépenses de fonctionnement équilibrées, elles investissent, elles peuvent puiser dans leurs réserves, elles peuvent s'endetter. Et c'est ce qui se passe à un rythme très élevé cette année. Et donc là où nous anticipions 7 milliards de déficit, nous allons, si on poursuit les tendances observées, arriver plutôt à 20 milliards. Et ça, c'est là aussi, c'est bien un solde. Et ça, c'est direct dans le déficit public. Déficit public, ce n'est pas le déficit de l'État. L'État, c'est qu'une des composantes du déficit public. Et je crois que le vrai débat politique devant nous, c'est, et qu'on n'a pas réussi manifestement à amener jusqu'au bout, c'est dans quelles conditions les collectivités territoriales participent comme tous, comme l'État, comme le secteur de la sécurité sociale, à l'indispensable effort de redressement de nos finances publiques et de réduction du déficit public. Et s'agissant de l'ONDAM, le comité d'alerte s'était réuni. On est plus proche de 1 milliard d'euros de dérapage de l'ONDAM, ce qui est un dérapage tout à fait maîtrisé et pour lequel il y a des mesures de freinage qui existent et qui peuvent être prises pour tenir cette année l'ONDAM. Bien, merci. On va passer aux